FDBF Classics avec un anniversaire, les 70 ans de My Darling Clementine, alias en français La Poursuite Infernale du grand John Ford. Et donc fallait en parler puisqu'il ressort pour le coup en version restaurée donc dans les salles le 4 mai 2016, mais aussi il est également déjà disponible en DVD Blu-ray. Voilà. Alors pourquoi La Poursuite Infernale? Pourquoi juste parce que c'est 70 ans? Non, pas juste pour ça, c'est parce que c'est tellement moderne qu'on pourrait en parler chaque année et fêter chaque année ses anniversaires et revenir chaque année à ce film pour voir à quel point John Ford avait tout compris en tout le monde, forcément. Alors de quoi ça parle en 3 mots? C'est une variation du mythe, si on n'est même pas un, de Wyatt Earp, de l'histoire de Wyatt Earp, qui a été notamment connu pour son côté shérif à Tombstone, règlement de compte à Hockey Choral, tout le talala. Il y a eu 1,5 milliard de films sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que John Ford, lui, il fait sa version à lui, mais John Ford, il a connu Wyatt Earp. Et donc, en fait, il fait une version alternative qui n'est pas du tout l'histoire de Wyatt Earp, qui n'a vraiment rien à voir avec la vraie histoire, où là, c'est vraiment un western mélodramatique, crépusculaire. Le règlement de compte, finalement, en lui-même, il n'est pas vraiment au centre du truc. C'est vraiment une grande fresque américaine, mélodramatique, purement John Fordienne. Et ça, c'est génial, parce que forcément, ça la détache de tout ce qui s'est fait avant, après, etc., vis-à-vis de Wyatt Earp et Doc Holliday. Alors bon, déjà, voilà, John Ford, on l'a dit. Henry Fonda, forcément, parce qu'elle a été la muse de John Ford avant que John Wayne ne le soit. Victor Mature, qui est un acteur donc, qui fait Doc Holliday, donc le comparse de Wyatt Earp, qui est un acteur extrêmement sous-estimé, ou peut-être pas sous-estimé, mais qu'on a un peu oublié, peut-être parce qu'il n'a pas toujours fait des grands films, parce qu'il a ce physique un peu particulier, un peu disgracieux, je pense qu'on a le droit de le dire. Et Linda Darnell, qui est la fameuse Clementine, dont évidemment on tombe amoureux, et d'ailleurs quel beau titre, My Darling Clementine. Et ce qui est intéressant, c'est comment il arrive à faire un film qui est résolument spectaculaire, mais il ne le montre pas vraiment à l'écran. Je veux dire, La Prisonnière du désert, tu as ce film où voilà, le premier plan est spectaculaire, je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Quand la caméra sort de la maison, c'est spectaculaire, il y a ce paysage et tout. Et là, tout est beaucoup plus intime, tout est beaucoup plus sobre, tout est beaucoup plus doux, c'est un film très doux, etc. Et je trouve que ça s'inscrit très bien dans une vague de western assez noir qu'il y a dans les années 40, 50, etc. Alors moi j'avais ceux en tête, il y en a plein, mais moi j'avais ceux en tête genre de Henry King, type La cible humaine avec Gregory Peck, qui sont des westerns très noirs, mais même plastiquement, là il y a des images du film qui passent, on ne doit pas voir grand chose, mais le film est vraiment très très noir, hein, très noir, le noir et blanc est très profond, la photographie est sombre. D'ailleurs, puisqu'on parle de photos, c'est le directeur photo, c'est Joseph McDonald, et quand on jette un coup d'œil à sa carrière, forcément il a fait la couleur et le noir et blanc, mais ses photos en noir et blanc, elles sont inimitables. Il a fait Le port de la drogue, ou appelez Nord 777. Regardez ces films, regardez le noir et blanc, regardez la dureté du noir et blanc, c'est magnifique. Et là, il le retranscrit vachement bien. Et c'est intéressant de voir comment ensuite sa captation du noir et blanc évolue jusqu'à Liberty Valance. Où Liberty Valance, c'est l'histoire de comment on écrit la légende au lieu de la réalité. Et My Darling Clementine, c'est ça, c'est que John Ford, il a écrit la légende, alors que paradoxalement, il a connu la réalité puisqu'il a déjà rencontré Wyatt Earp qui lui avait raconté sa vraie histoire. Donc voilà, c'est un film absolument magnifique, modernissime, comme quasiment tous les grands films de John Ford de cette période. Il y a quelques ratages, mais on va les oublier. Et à voir et à revoir. Et toi, Loris, tu l'as vu, je crois, aussi. Oui, moi, je viens de le revoir en salle, justement. Et ouais, déjà, je voulais appuyer la photographie, parce que c'est vrai que j'ai rarement vu des noirs aussi profonds, et pas forcément en 40 ou en 50, de l'histoire du cinéma, même en couleur, à part récemment les films de James Gray, éclairés par sa vitesse, c'est extrêmement rare. Et surtout, assez marrant, notamment le titre français, La Poursuite Infernale, alors qu'au final le film est vraiment très intimiste, et ça me fait penser justement à Liberty Valance, où on peut rester 2 heures sur la vie d'un petit village et comment le shérif arrive à régler les soucis à droite à gauche avec une galerie de personnages toujours. Il y a toujours le poivreau, la fille un peu aux morses légères, et c'est un chef-d'œuvre tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas mieux pour résumer. Hein. C'est un petit morceau de l'Amérique justement, qui c'est un petit gros morceau d'Amérique, de la légende de l'histoire du grand mythe américain. Voilà. De la frontière, du désert, des cow-boys. Donc tout est dedans, et puis voilà. Puis si vous voulez poursuivre John Ford, poursuivre le western, allez-y. Et puis j'en profite pour recommander un très chouette article d'Eugénie sur l'artillerie culturelle qui a été écrit à propos du western, et où elle parle justement de My Darling Clementine. Donc voyez-le, on mettra aussi le lien en truc. C'est un très bel article sur ce genre de western.
Voilà, donc My Darling Clementine ou La poursuite infernale de John Ford, donc sorti en 1946 et ressorti dans les salles le 4 mai 2016 et aussi disponible en DVD et Blu-ray chez Fox Pathé Europa. Et nous passons maintenant à notre rubrique hors compétition. Hors compétition, pour cette émission, nous allons tout d'abord commencer par Hubert qui a eu un petit coup de cœur pour Marie et les naufragés de Sébastien Bette-Bédé. Oui, un film qui est sorti il y a 2-3 semaines. Qui est sorti le 13 avril dans nos salles. Voilà, alors je pense moi en tant qu'amoureux de la musique de film, déjà la BO de Sébastien Tellier est assez dingue. Je pense que ceux qui aiment le personnage et aiment l'univers du personnage ne seront pas du tout déroutés par ce genre de film. Ensuite, c'est vraiment un film, c'est assez difficile à présenter parce que c'est assez barré, l'univers est un peu loufoque. Mais bon, c'est quelqu'un qui trouve une carte d'identité par terre et qui recherche cette nana qui se trouve s'appeler Marie. Et voilà, et toute l'histoire va découler de ça. Non, c'est vrai que à partir d'un scénario mine de rien assez simple, quasiment un trio basique, amoureux entre Vima Laponce qui est super, Beric Cantona un peu dépressif et André Wims qui est terrible. André Wims qui a un caméo absolument hilarant, mais surtout le fils de Jean Rochefort, Pierre Rochefort. Ouais. Et donc à partir de ça, effectivement, c'est juste l'univers vraiment décalé de Bette-Bédé qui arrive à créer quelque chose de fort et de singulier. Moi, je reproche un peu quelques facilités scénaristiques et des gros problèmes de rythme parce que ça doit durer 1h40, mais mine de rien, on s'ennuie pas mal. Mais effectivement, il y a des scènes assez géniales qu'on voit très rarement dans le cinéma français, tellement c'est barré. Et que moi, je l'ai pas trouvé si mal rythmé que ça. J'ai trouvé ça assez. C'est vrai que c'est assez posé, mais même le ton des acteurs est très. C'est très monocorde, quoi. C'est vraiment. Voilà, il n'y a pas de variation. Mais ça fait partie de l'univers du film, je trouve. Et finalement, ça prend très bien, je trouve. La sauce prend bien. Donc, si vous aimez ce genre de film et de musique. De film un peu particulier et de musique qui est très prenante, ouais. Voilà, donc Marie et le naufragé de Sébastien Bette-Bédé, sorti le 13 avril dans le salle, 13 avril 2016. Sorti le 27 avril, mais cette fois en DVD. On passe à ton coup de cœur, Mathieu, avec My Life, directed by Nicholas Winding Refn. Voilà, un film sur un cinéaste, mais qui n'est pas réalisé, ou quasiment pas réalisé par Nicolas Winding Refn. Voilà, c'est en fait sa femme qui réalise un documentaire à l'occasion du tournage, et le nom m'échappe, de Only God Forgives, qui avait été présenté à Cannes il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, dès le départ, elle explique que son mari partant pour plusieurs mois à l'étranger en tournage, son couple était un peu, et son couple et ses 2 enfants, ça devenait compliqué pour eux. Il y avait une espèce de crise un peu familiale. Après Drive, exactement. Donc elle a décidé d'emmener toute sa famille à Bangkok sur le tournage de Only God Forgives et d'en profiter pour faire un documentaire. Est-ce que l'idée du documentaire était là avant ? Est-ce que c'était l'occasion ? Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle part du point de vue que elle va vraiment suivre son mari sur l'expérience du tournage, le confronter peut-être aussi à des questions un peu plus intimes. Donc ce film qui fait à peu près 1 heure nous dévoile un peu les coulisses, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de suivre un cinéaste qui est parmi les plus, en tout cas les plus attendus en ce moment, qui fait toujours des projets un petit peu légèrement barrés, pas trop. Et de voir un peu leur vie quotidienne, notamment de voir que un des décors du film, c'est en fait leur appartement dans un grand hôtel, qu'il y a des petites magouilles qui se font sur le tournage et tout, et ça c'est intéressant. Ceci dit, il y a des réserves dans le sens où le documentaire hésite forcément entre creuser la personnalité de Refn, et pour le coup c'est pas forcément très réussi, parce qu'à part 2-3 scènes un peu clés, le reste c'est plutôt une espèce de making-of de Only God Forgives. Et puis après il y a cet aspect making-of qui pour le coup est très intéressant, où on est vraiment au premier degré dans la vie du couple. On peut voir notamment Ryan Gosling débarquer et s'amuser avec les enfants, enfin jouer un peu au babysitter. On les voit aller à des projections de Drive parce que les Thaïlandais veulent organiser des projections. Donc le côté making-of est vachement intéressant, surtout pour être confronté au premier degré à la fabrication de ce film, puisqu'on suit ça du développement, quasiment du tournage jusqu'à la post-prod et jusqu'à la projection à Cannes. Par contre, l'aspect exploration du personnage de Refn est un peu mis de côté, quoi.
Ok, donc My Life Directed by Nicolas Winding Refn, donc de Liv Korviksen, qui est donc la femme de Nicolas Winding Refn, donc sorti en DVD le 27 avril 2016. Et nous passons donc à toi, Loris, qui a un coup de cœur donc sur plusieurs événements cinéma sur Paris. Oui, très rapidement, donc 3 événements. Donc, tout d'abord, l'exposition Gus Van Sant, qui a lieu à la Cinémathèque française en ce moment, jusqu'à début août, il me semble, qui est une exposition assez remarquable, qui parle pas du tout de cinéma, enfin un peu quand même, on a 2-3 storyboards et des dessins préparatoires, mais c'est surtout de la peinture, des aquarelles et des polaroïds, énormément de polaroïds. Il y a une salle consacrée à ça, et donc c'est vraiment toute l'obsession de Gus Van Sant pour les arts hors cinéma, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième, c'est une rétrospective de films noirs à la Filmothèque du Quartier Latin depuis le mercredi 5 mai. Et donc on a tous les plus grands, Hitchcock, Wells, John Huston, Billy Wilder et Alexander McKendrick et j'en passe. Même Fritz Lang, etc. Et donc le troisième, c'est courant juillet, le cinéma en plein air à la Villette, qui va passer énormément de grands chefs-d'œuvre, dont Starship Troopers ou Miami Vice de Michael Mann. Gravity, Interstellar. Toujours une très très bonne sélection de films. Pour le croiser. Les Demoiselles de Rochefort, je crois, clôture fin août. Vous allez croiser la personne qui est derrière la caméra pour les Demoiselles de Rochefort. Voilà. Bah, merci à vous, merci d'avoir participé. Merci à vous d'avoir reçu. Merci pour l'invitation. Donc Loris, on te retrouve donc sur Cinéphilia. Hubert, La Grande Évasion. Voilà. Et toi, Mathieu, Unlike. Sur Unlike et le podcast Happy Hour. Pendant le Festival de Cannes et Happy Hour qui tournera un podcast sans moi durant mai. Voilà, parce que tu seras avec moi à Cannes. Exactement. Voilà, événement sur lequel on reviendra à la prochaine émission. Donc, en dernier conseil, par contre, justement, en parlant de Cannes, on voulait parler de l'initiative donc Cannes à Paris, qui se déroule au Gaumont Opéra depuis plusieurs années et qui fonctionne beaucoup. Et si vous voulez en profiter pour voir une poignée de films de la sélection, histoire de ne pas être trop à la traîne dans les dîners mondains où on va parler de The Mulholland Demon et tout ça, bah, n'hésitez pas et c'est toujours bien. Et puis comme ça, la prochaine émission, on parlera, je ne sais pas si on parlera de tous les films cannois, mais on en parlera peut-être de certains qui seront sortis. Donc vous pourrez vous aussi en profiter pour les voir en avance, etc. Voilà, parce que Cannes à Paris, c'est pas juste les films qui sortent en même temps que le Festival de Cannes, justement, c'est des films qui sont diffusés dans ce festival, mais qui n'ont peut-être pas encore de date de sortie. Parfois, c'est 2, 3, 4, 5 mois avant. Voilà, donc ça fonctionne Et énormément. il y a les compétitions parallèles, la quinzaine et la semaine de la critique qui sont reprises aux formes des images, à la Cinémathèque et au Reflet Médicis. Exactement. Donc évidemment, abonnez-vous sur YouTube, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter ou notez-nous sur Sens Critique. Et ou rendez-vous tout simplement sur notre site officiel festivaldesbonsfilms.com, tout attaché. Allez voir des films, c'est bien, mais allez voir des bons, c'est mieux. Voilà, au revoir. Au revoir et alors rendez-vous à la prochaine émission après Cannes. Tac tac badabou.